Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Nous sommes le 6 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Madame, monsieur, je suis ravie de vous retrouver. Cap sur l'actualité politique belge. La nouvelle taxe sur les plus-values fait déjà grincer des dents dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est une taxe supplémentaire et on taxe le succès. Si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances pour que vous soyez concerné. Il va y avoir du changement pour votre déclaration d'impôt. C'est la première tranche d'imposition à 0% et celle-ci va grandir, donc la taxation va baisser sur le travail à cet endroit. Vous l'aurez compris, cet épisode de votre podcast quotidien s'intéresse au nouveau gouvernement belge et aux mesures à venir. Mais pas uniquement. Nous ferons un détour par le secteur de l'énergie avant de traverser l'Atlantique pour analyser les déclarations de Trump. Z sur 7 à la une. Nouveau gouvernement, nouvelles mesures. On fait le point sur ce qui change concernant l'IPP, l'impôt sur la personne physique. L'accord de gouvernement inclut plusieurs mesures susceptibles d'affecter les déclarations fiscales des particuliers. Pour les contribuables, ces changements auront à la fois des aspects positifs et négatifs. Emmanuel Degrève, vice-président de l'Ordre des experts comptables. Il y a un peu de pression fiscale qui va baisser au travers de la quotité exemptée d'impôts, la quotité exemptée qui va augmenter. La quotité exemptée, c'est une franchise d'impôt, c'est la première tranche d'imposition à 0%, et celle-ci va grandir, donc la taxation va baisser sur le travail à cet endroit. De même que une suppression progressive et partielle de la cotisation spéciale de sécurité sociale. En parallèle des baisses d'impôts, l'Arizona réduit ou supprime certaines exemptions et déductions. Les propriétaires de plusieurs biens immobiliers ne pourront désormais déduire les intérêts hypothécaires que pour leur résidence principale. De plus, l'avantage fiscal lié à l'épargne pension sera simplifié. Donc l'épargne pension, c'est un des avantages fiscaux les plus populaires en Belgique, il fait partie du top 5. C'est un avantage qui repose sur 2 tranches, dont la première est à 990 € avec un avantage de 30%, et la deuxième tranche qui allait au-delà, à 25%, va disparaître. Alors probablement qu'on passera au-dessus de 1000 € avec un avantage de 30%, mais grosso modo, ce sera moins compliqué et ce sera plus ou moins neutre. Dans la déclaration fiscale, plusieurs rubriques liées à la famille seront modifiées, à commencer par les déductions relatives aux pensions alimentaires. À l'avenir, la déclaration fiscale inclura de nouvelles cases dédiées à la taxation des plus-values. Toutefois, les réformes visent à simplifier l'impôt sur les personnes physiques à long terme. Selon les experts comptables, une centaine de codes devraient disparaître. Les pensions alimentaires ont une déduction aujourd'hui à concurrence de 80%. La déduction passe à 50%. Ça va donc avoir un impact pour le pouvoir d'achat du débiteur. Ça aura donc aussi probablement un impact sur les décisions judiciaires, puisqu'elles font souvent l'objet d'un consensus au travers du juge. Et aussi, les pensions alimentaires en dehors de la communauté européenne vont être sanctionnées puisqu'elles ne seront plus déductibles. On pense notamment à certaines communautés qu'on aime bien, comme les communautés en Turquie ou au Maroc. Z sur 7 à la une. Fournir davantage d'électricité tout en diminuant la facture énergétique, c'est l'engagement du nouveau gouvernement envers l'industrie. Le retour en force du nucléaire, la réduction des frais de transport et des taxes figurent parmi les mesures destinées à alléger la charge des grands consommateurs d'énergie. Écoutez à ce sujet Peter Klaas, directeur de Febeliec, la fédération qui représente les industries consommatrices d'électricité et de gaz naturel en Belgique. On a analysé l'accord gouvernemental et effectivement, on constate que c'est tout de même un accord assez équilibré qui tient compte de la réalité économique et énergétique dans laquelle on vit depuis quelques années maintenant. L'une des priorités du gouvernement est de faire baisser les coûts de transport de l'électricité qui ont doublé en un an. Mathieu Billet, le nouveau ministre de l'Énergie, ambitionne de les aligner sur ceux des pays voisins, mais cela demandera du temps et des investissements. Le chercheur de l'ULB Pierre Hainaut
analyse la situation à venir. Le coût du transport, je pense qu'il va être amené de toute façon à augmenter avec l'intégration des sources d'énergie renouvelables parce qu'il faut renforcer les réseaux. Sa gestion devient de plus en plus complexe. Néanmoins, si on a un horizon politique certain, une stratégie énergétique relativement fixe, il est possible d'investir alors de manière intelligente dans le réseau en fonction de cette stratégie énergétique. Pour augmenter l'approvisionnement en électricité et réduire la dépendance aux énergies fossiles, l'importation reste indispensable, mais le nucléaire joue également un rôle clé. L'accord gouvernemental prévoit une capacité de 8 gigawatts, soit plus que la puissance combinée des centrales de Doel et Tihange. Peter Klaas, directeur de Febeliec. On travaille sur l'extension du nucléaire, même la construction de nouvelles centrales nucléaires, et donc un mix énergétique assez équilibré avec du renouvelable et du nucléaire, avec aussi des possibilités de signer des contrats long terme pour les industriels. Malgré ces mesures, le gouvernement ne pourra pas agir directement sur le prix de l'électricité sur le marché. La transition énergétique reste coûteuse et la Belgique demeure soumise aux dynamiques européennes. Dans l'immédiat, c'est pas si facile que ça, parce que non seulement on ne change pas le système en un tour de main, mais on fait aussi partie d'un système européen. Donc on est entré depuis le début des années 2000 dans un marché européen de l'électricité. Et donc les prix de l'électricité en Belgique sont quand même liés à ce qui se passe dans les autres pays autour de nous au point de vue du marché de gros. Z sur 7 à la une. L'accord de gouvernement introduit de nombreuses mesures fiscales affectant les entreprises. Si l'opposition pointe en manque de clarté, le patronat se montre plutôt satisfait, estimant que ces réformes vont dans le sens d'une meilleure compétitivité. Peter Timmermans, CEO de la FEB, la Fédération des entreprises belges. Notre pays a besoin de réformes. Nous sommes déjà 20 ans en retard par rapport aux autres pays. Et donc, c'est une très bonne chose que maintenant il y a un gouvernement, avec un accord de gouvernement, qui annonce des vraies réformes structurelles en matière de flexibilité, marché du travail, pension, compétitivité, fiscalité, simplification administrative également. Et donc voilà, oui, nous sommes assez positifs par rapport à l'accord de gouvernement. La question qui se pose désormais est celle de la mise en œuvre de ces mesures. Certaines réformes sont déjà claires, comme le maintien de l'indexation des salaires ou le changement des horaires de travail de nuit qui passeront de 20h à minuit, mais d'autres nécessitent encore des précisions. Pour la Fédération des entreprises de Belgique, l'essentiel reste de maintenir un dialogue constant avec les partenaires sociaux. Le gouvernement tend la main aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux sont mentionnés 40 fois dans cet accord de gouvernement. Donc c'est maintenant à nous, au G10, au groupe des 10, d'accepter cette main tendue et de vraiment négocier certains éléments ou de le refuser, mais ce serait dommage. Cette dernière option serait une erreur stratégique à mon avis. Parmi les points de discorde, la taxe sur la plus-value des actifs financiers suscite des critiques. Certains estiment qu'il s'agit d'une occasion manquée d'inciter les sociétés disposant de liquidités excédentaires à les réinvestir dans l'économie nationale. La mesure reste encore à affiner et pour la FEB, tout dépendra une nouvelle fois de la manière dont elle sera mise en œuvre. En soi, je suis contre cette taxe sur la plus-value. Parce que si ce n'est pas encadré dans une grande réforme, c'est une taxe supplémentaire et on taxe le succès. Ici, ça fait partie d'une grande réforme fiscale. Donc, dans ce cas-là, je peux encore l'accepter. Mais maintenant, comme vous le savez, il y a un gros débat en cours sur les modalités. À ce stade, une taxe de 10% serait appliquée sur les plus-values dépassant 10 000 €. Une exception est prévue pour les entrepreneurs qui revendent tout ou partie de l'entreprise qu'ils ont créée et développée, mais les modalités varient selon les partis politiques. Le gouvernement dispose maintenant de 4 ans pour traduire ces réformes en textes légaux et réglementaires. Il est donc possible que certaines mesures soient modifiées ou même abandonnées. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête en journaliste en dévoile les coulisses.
gouvernement Arizona. Une bonne nouvelle et des contradictions. La naissance de l'Arizona est une véritable bouffée d'air pour la Belgique. Après 8 mois de négociations, le pays dispose enfin d'une équipe prête à le diriger en cette période difficile. Un budget à rééquilibrer, 23 milliards à trouver, des réformes urgentes à mener, travail, pension, fiscalité, une compétitivité mise à mal, un contexte géopolitique tendu et bien plus encore, la liste est longue. L'heure de la responsabilité a sonné et c'est Olivier Mouton qui relit la copie. Première question. Bart Ier, roi des contradictions. Oui, alors il y en a plusieurs évidemment. La première qui saute aux yeux, qui est la plus évidente, c'est qu'on a un nationaliste flamand qui devient Premier ministre du Royaume de Belgique, comme le disait malicieusement l'opposition lors du débat au Parlement. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. C'est évidemment une contradiction qui saute aux yeux, qui est étonnante aussi dans le sens où on a vu un Bart-de-Wever plutôt dans le registre homme d'État. On sent qu'il rentre dans le jeu. D'ailleurs, les interlocuteurs qu'on interroge dans le dossier disent il a un peu un rendez-vous avec l'histoire. C'est son rendez-vous avec l'histoire et notamment en Flandre, ils ont compris que la Wallonie avait évolué, ils ont compris qu'il y a des réformes à faire, ils ont compris par exemple que la Catalogne a montré que c'était une impasse de vouloir l'indépendance. Deuxième question. Y a-t-il un manque de cohérence concernant la politique de compétitivité des entreprises belges ? Ce gouvernement apporte un souffle nouveau dans les réformes et la manière dont ils vont appréhender l'économie dans un contexte difficile, mais certains disent on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire que la fameuse taxe sur les plus-values dont on parle n'est pas nécessairement de nature à favoriser les entreprises, notamment au niveau du capital à risque et de leur financement. On a évidemment aussi eu tout un débat sur l'indexation des salaires, le coût du travail. Il y avait beaucoup de demandes des organisations patronales à ce sujet-là. Il n'y a rien. Donc, on est quand même aussi un peu dans les contradictions dues au compromis avec Voorhout singulièrement. Troisième question. Georges-Louis Boucher et Conor Rousseau sont absents dans l'équipe gouvernementale. Quels sont les risques ? C'est sans doute la contradiction ultime, c'est-à-dire qu'il y avait cette volonté d'avoir un gouvernement fort. Alors je ne dis pas qu'il est faible, mais on a quand même les deux principaux partis qui se sont chamaillés durant la formation, qui se retrouvent avec leur président en dehors. On sait que ces deux hommes qui communiquent beaucoup, qui sont disruptifs, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont singulièrement pointer ce qui ne va pas. Donc on risque évidemment d'avoir un facteur d'instabilité. Et donc Bart-de-Wever a réussi à surmonter toutes les contradictions pour devenir Premier ministre, mais il va être otage de bien des contradictions pendant ces années à venir. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Jérôme van der Bruggen du groupe Degroof Petercam est avec nous aujourd'hui. Il examine les nouvelles mesures tarifaires américaines sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Annoncées ce week-end, elles ont déjà connu plusieurs rebondissements. L'instauration de droits de douane sur les importations mexicaines et canadiennes a finalement été repoussée, tandis que celles visant les produits chinois sont bel et bien en application. Je pense que ce à quoi on a fait face ce week-end, c'est une première salve dans les échanges qu'il va y avoir entre les États-Unis et ces autres pays. Il faut ne pas être trop rapide dans ses conclusions. On sait qu'on va avoir plusieurs salves. On sait que M. Trump est stratégiquement imprévisible et que donc on ne peut pas prédire par définition ce qu'il fera après ça. Cela étant dit, on est obligé de tirer certaines conclusions dont on va parler. Donald Trump tente d'imposer sa domination par une tactique de négociation. Alors on a un avant-goût des choses qu'il tente d'obtenir, certainement une sorte d'allégeance par rapport à son pouvoir, des mesures de sécurité dans le cas du Canada et du Mexique sur les frontières nord et sud, et probablement une participation pour endiguer le flux migratoire au sud. Ces concessions qui ont été obtenues assez rapidement ont donné lieu à un report. Donc on voit que cette piste de la négociation est peut-être pas la mauvaise piste. La Chine n'a pas obtenu les mêmes faveurs de la part du président américain. Oui, et ce que monsieur tente d'obtenir de la Chine, je pense, est plus compliqué, peut-être plus subtil.
On sait que le déficit commercial, dont on vient de parler avec les statistiques, est un enjeu pour M. Trump. On n'est pas certain que c'est avec des tarifs douaniers élevés et donc potentiellement un ralentissement des échanges entre les deux pays qu'il veut l'obtenir. Il y a une théorie qui circule et qui me semble quand même mériter une certaine attention, c'est qu'en fait le jeu final c'est une négociation sur la devise. On utilise les tarifs mais pour en fait négocier sur potentiellement un affaiblissement du dollar et faire participer Pékin à cette situation. On sait que un dollar fort n'est pas ce que veut M. Trump. Il préfère un dollar faible parce que ça donne un boost de productivité à son appareil industriel, mais aussi parce que ça favorise le rôle de monnaie de réserve du dollar. Et donc, peut-être que c'est ça. On verra. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. Et de quoi parlerons-nous demain, Béatrice ? Eh bien demain, vous entamerez votre vendredi en compagnie d'Anne Marchand pour retrouver votre condensé d'actualité économique. Celle-ci sera d'ailleurs commentée par Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance. Z sur 7, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et à demain. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.